Alors, bonjour à tous ou rebonjour à tous, puisque nous avons eu dans cet après-midi consacré à la lutte contre la pauvreté déjà un premier webinaire avec des associations, des experts, et nous avons un deuxième moment exactement sur le sujet des stratégies contre la pauvreté. Nous avions titré cela « Comment accompagner les plus fragiles » il y a quelques mois lorsqu'on envisageait ces grands dossiers de la protection sociale. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est le contenu et les orientations des politiques de lutte contre la pauvreté. Avant de vous présenter le contenu détaillé de notre heure 3/4 passée ensemble, je vous répète les consignes. Les micros et les caméras des intervenants peuvent être ouverts par les intervenants, mais pour tous ceux qui ne sont que les spectateurs, un peu acteurs de ces affaires, les micros et les caméras resteront toujours fermés. En revanche, c'est là où vous êtes acteurs, vous pouvez poser vos questions grâce au système de chat. Nous avons une ligne de remarques et de questions dont je me ferai le fidèle, en tout cas je l'espère le plus possible, fidèle transcripteur, transférant à nos intervenants les questions et les remarques, positives ou négatives, je le dis à chaque fois, que vous voudrez bien formuler. Enfin, dernière chose, si vous n'avez pas eu le temps de voir toute la substance de ces webinaires, et puis si vous voulez revoir le détail de certaines présentations ou de certains échanges, ou réentendre certains chiffres ou certaines analyses, nous aurons des replays, ça veut dire qu'en fait on enregistre ces discussions et ces vidéos qui sont ensuite sur le site, la chaîne YouTube de l'EN3S. Et donc dès demain, vous pourrez regarder ce qui a été fait comme webinaire à partir de lundi. Donc, ceux de lundi seront disponibles, ceux d'aujourd'hui seront disponibles un peu plus tard. Voilà donc pour les consignes techniques. Pour le programme, vous avez là le 6e webinaire de notre opération de la semaine, dont le titre n'est pas le bon finalement, comment accompagner les plus fragiles. C'est une des dimensions des discussions. Le grand sujet, c'est l'actualité et les perspectives de la lutte contre la pauvreté. On a un petit moment de publicité EN3S Sécurité sociale, parce que demain matin, nous avons un webinaire exceptionnel avec des propos du Premier ministre ou du ministre des Solidarités et de la Santé. Quand je dis « ou », c'est un « ou » inclusif. Donc, nous avons des propos d'Olivier Véran et de Jean Castex et des débats avec des experts et des opérateurs de la protection sociale autour des 75 ans de la sécurité sociale. Nous sommes bien en octobre, pas 1945, mais 2020. On fait la soustraction, ça fait 75 ans. Pour notre webinaire qui va nous occuper, je vous présente rapidement nos 3 intervenants, nos 4 intervenants, chacun d'entre eux a une quinzaine de minutes, mais on va essayer d'organiser ça de façon à ce qu'il y ait même davantage d'échanges entre eux. Une quinzaine de minutes pour nous présenter un topo, des observations, des analyses, des réflexions, des questions, des interpellations, tout ce qui rime en ion. Et chacun a après la possibilité de répondre pendant une dizaine de minutes à des questions et remarques que nos interlocuteurs numériques voudront bien proposer par écrit. Nous débuterons par Marine Jantet, qui est aujourd'hui déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Sujet exactement dans l'actualité parce que c'est très débattu ces temps-ci sur les ondes, dans la presse, avec le monde associatif, avec les caisses de sécurité sociale, avec les administrations. C'est l'actualité et les perspectives de cette stratégie pauvreté qui a été lancée en 2018 et qui est percutée de fait par l'actualité du coronavirus et par les perspectives de la crise sociale. Ensuite, nous aurons une des branches d'élite de la sécurité sociale, la branche famille. Si je compte bien, ça doit bien faire 80 milliards d'euros, je ne me trompe pas, représentée par son directeur général, Vincent Mazoric, qui voudrait bien nous dire ce que sont les perspectives et les outils des caisses d'allocation familiale face à cette croissance observée et surtout redoutée pour l'avenir de la pauvreté. Pas branche, régime de sécurité sociale, la MSA, 30 milliards d'euros, c'est son directeur général, François-Emmanuel Blanc, qui voudra bien nous dire aussi ce que sont ses analyses, observations et ses perspectives face à cette pauvreté actuelle et à venir. Et enfin,
Christophe Delis, qui là est présent au titre de sa présidence du collectif Alerte, dont on nous dira un mot. Collectif Alerte a presque un quart de siècle, exactement un quart de siècle, et associe les plus grandes associations de lutte contre la pauvreté, et il nous parlera des attentes, des observations, des préconisations, peut-être des craintes et des espoirs du côté associatif. Voilà le programme, et je propose que nous débutions tout de suite par Marine Jeantet au titre donc de cette stratégie pauvreté que développe l'État. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de pouvoir participer à ce webinaire pour parler effectivement d'un sujet qui en ce moment fait pas mal la une de l'actualité, malheureusement. Hein, je dis bien malheureusement parce que on préférerait qu'on parle moins de la pauvreté, ça voudrait dire qu'il y aurait probablement moins de pauvres. Avant de vous parler un peu d'actualité, je voudrais faire un petit retour en arrière, un petit bilan de cette stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté qui a été annoncée par le président de la République il y a maintenant 2 ans, et de vous donner des premiers éléments de bilan. J'insiste sur le fait que c'est un bilan d'étape parce que, évidemment, les actions de prévention et de lutte contre la pauvreté sont des actions de long terme. On peut faire des choses à très court terme de suppléance, mais si on veut vraiment être dans une logique de prévention et de sortie durable de la pauvreté, ces actions doivent vraiment s'inscrire dans la durée. On a un premier axe qui était un des grands fondamentaux de la stratégie qui concerne la petite enfance, parce que vous savez qu'il faut éviter la reproduction au maximum de la pauvreté. On sait malheureusement il y a un déterminisme social très fort, et donc il y a un certain nombre de mesures qui étaient annoncées dans cette stratégie, et il y en a plusieurs qui ont plutôt marché, donc je voulais les saluer ici. D'abord le bonus mixité pour promouvoir l'accueil d'enfants favorisés dans les places de crèche, qui a plutôt bien marché parce qu'on a 86 000 places en 2019 qui ont pu en bénéficier. Donc ça a quand même été assez largement diffusé. Et puis, la mise en place des petits déjeuners dans les écoles. Vous savez, dans les quartiers prioritaires de la ville, on avait mis en place des petits déjeuners pour des enfants qui n'avaient pas forcément mangé avant d'arriver à l'école. Juste avant le confinement, on était sur 155 000 petits déjeuners délivrés sur un objectif de 200 000. Donc, voilà, évidemment, la mesure a été arrêtée pendant le confinement et va reprendre, là, mais je ne vous cache pas qu'avec les mesures sanitaires de la rentrée scolaire, ça n'a pas forcément été la priorité pour l'instant de la mise en œuvre au sein des écoles. Voilà, c'est une action qui commençait à bien prendre et qui était couplée à des actions d'éducation des parents, à l'éducation alimentaire, à l'alimentation. Donc, voilà, aussi, l'objectif, c'est d'éviter de travailler non seulement de suppléer de manière très ponctuelle à un besoin alimentaire, mais aussi de travailler sur l'éducation alimentaire à plus long terme. Un autre grand axe de la stratégie, c'était la jeunesse, hein, comment accompagner, là aussi toujours dans une logique d'éviter la reproduction de la pauvreté. Donc, il y a un point particulier dans la contractualisation qu'on a menée avec les conseils départementaux, qui est une démarche assez innovante de la stratégie et qui était voilà, quelque chose qui a été assez salué parce que pour la première fois, l'État a repris langue aussi avec les conseils départementaux qui sont chefs de file de l'action sociale sur les territoires, sur des politiques décentralisées il y a pas mal d'années, notamment les jeunes de l'ASE. Et on a fait toute une action qui était dans la partie action socle de cette contractualisation, de prévention des sorties sèches de l'ASE. Et dans ce cadre, cette action, on voit que sur l'année 2019, qui est la première année de mise en œuvre des conventions, on a déjà 50% des jeunes de l'ASE qui sont sortis, qui ont été majeurs en 2019, qui ont bénéficié d'une prise en charge dans le cadre du référentiel pauvreté. Donc on n'est pas encore à 100%. Là aussi, il y a des grandes variations entre départements, mais on voit qu'on commence pour une première année de mise en œuvre des conventions déjà à une première marche qui n'est pas négligeable. On a aussi une autre action très forte qui vient de rentrer en vigueur. Là, c'est l'obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans. Vous savez maintenant, donc l'école est obligatoire, enfin la formation est obligatoire jusqu'à 18 ans, donc ça rentre en vigueur à la rentrée 2020, dans une rentrée particulière parce qu'on a un risque quand même d'avoir pas mal de décrocheurs. Donc il y a actuellement une très forte mobilisation des acteurs locaux chargés du suivi de ces jeunes et de la gestion de la réinsertion et de l'accompagnement des jeunes décrocheurs, notamment entre l'éducation nationale et les missions locales, pour mettre en œuvre plus rapidement et de manière accélérée cette obligation de formation qui s'impose à nous. En termes de droits, une belle avancée aussi, c'est l'ouverture des points conseil budget, qui sont des lieux où on suit les familles, on les permet de les accompagner pour éviter
éviter, vous savez, toutes les logiques de surendettement. Donc, on est là aussi dans une logique de prévention. On a labellisé 150 points conseil budget en 2019, 250 en 2020. Et en fait, ça marche tellement bien que là, on va augmenter. On avait un objectif de 400 points conseil budget d'ici fin 2022 et on sera à 500 parce qu'en fait, on voit qu'il y a une très forte demande. Il y a beaucoup de propositions d'offres et que ça marche bien, que les filiales actifs fonctionnent bien. Et donc, là-dessus, on a voulu accompagner ce mouvement. Un autre point sur l'ouverture des droits qui, moi, je trouve assez majeur, pour l'instant, on n'en a pas forcément encore beaucoup parlé, c'est le 100% santé qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie pauvreté. On a vu pourtant que l'accès aux soins pendant le confinement, c'était un débat très très fort hein, et on voit bien qu'on avait il y a un énorme axe d'amélioration et vous savez que sur le 100% santé, ça concerne les soins qui étaient peu remboursés par la sécurité sociale, notamment les soins les prothèses dentaires, tout ce qui est optique et appareillage auditif. Ça monte en charge progressivement, mais en 2019, c'était l'année de début pour les prothèses dentaires. Et en 2019, 48% des prothèses dentaires qui ont été remboursées par l'assurance maladie s'inscrivent dans le cadre du 100% santé. Donc, c'est, je trouve, un très beau résultat. Pour une première année de mise en œuvre, on voit que ça répond à un vrai besoin. En 2020, c'est l'optique qui est concernée et sur les 2 premiers mois de 2020, parce qu'évidemment, après tout s'est arrêté avec le confinement, on était déjà à 20% des verres et montures qui rentraient dans le cadre du 100% santé. Donc, on aurait pu, on était sur une très belle dynamique. Donc ça, je pense que c'est des choses qui vont aussi améliorer très concrètement la vie des gens. Et puis, sur le dernier grand pilier de la stratégie qui est la partie insertion professionnelle, là aussi, je voudrais saluer l'augmentation de la prime d'activité qui avait été décidée en décembre 2018, qui a permis et qui a bénéficié à 1,3 million de bénéficiaires, ce qui est vraiment assez massif. Et ça, c'est vraiment une mesure pouvoir d'achat qui est loin d'être négligeable. Et puis, un autre point de la contractualisation, vous savez, c'est le suivi des délais d'orientation des bénéficiaires du RSA par les conseils départementaux. On sait qu'ils se sont engagés à réduire leur délai d'orientation. Et là, on voyait que sur 40% des nouveaux bénéficiaires de RSA en 2019, ils étaient orientés en moins d'1 mois. Donc on peut dire qu'il y a seulement 40% qui sont orientés en moins d'1 mois, mais voilà, on sait qu'il y avait des délais beaucoup plus longs. Donc c'est déjà là aussi une première marche importante. Voilà, donc sans faire un bilan exhaustif, vous montrez qu'il y a des avancées assez concrètes. Et puis, il y a des choses qui marchent moins bien. Il faut aussi, dans les bilans, regarder ce qui marche moins bien. Et notamment, il y a une mesure sur la tarification sociale des cantines, vous savez, permettre des cantines à 1 euro. Je pense que le confinement a montré l'importance de la cantine quand on a vu que les cantines étaient supprimées. Ça aussi, c'est un aspect très concret de la vie des personnes précaires. Et donc là, on est en train de retravailler la mesure pour essayer d'en faire bénéficier plus de personnes parce qu'on voit bien qu'elle était sans doute un peu trop restrictive telle qu'elle avait été cadrée au départ. Il y a un autre point qui ne marche pas très bien, mais je pense que Vincent Marzoric en reparlera, c'est la création des places de crèche. C'est un vrai sujet. Ce n'est pas qu'un sujet chez les pauvres, malheureusement, c'est un sujet plus général. Donc, on voit bien qu'on va avoir du mal à atteindre nos objectifs sur cet objectif-là. Et puis, 2 autres points sur lesquels on est aussi très en retard par rapport à ce qu'on s'était prévu, c'est tout ce qui est plan de formation des travailleurs sociaux et des personnels de la petite enfance, qui sont là aussi des vecteurs de conduite de changement assez majeurs et qui ont pris forcément beaucoup de retard avec le confinement et la gestion d'urgence sanitaire. Les aspects de formation passent toujours un peu après. Donc ça, on est en train de les réactiver. Ça, c'est un premier élément de bilan. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il ne vous a pas échappé qu'il y a une crise majeure qui est venue percuter notre stratégie au moment où elle était en plein déroulement et cette crise a malheureusement touché plus particulièrement les publics fragiles. On sait qu'ils ont été plus atteints par la maladie, parce qu'ils ont été plus exposés, ils étaient sur des métiers qui ne pouvaient pas fonctionner en télétravail, dans des logements surpeuplés. Donc on sait que malheureusement, ils ont été touchés et qu'ils ont beaucoup de personnes, des bénéficiaires de RSA, complétaient aussi leurs revenus avec d'autres revenus plus informels qui se sont complètement arrêtés pendant le confinement. Et on a vu des fils d'aide alimentaire grossir pendant cette période-là. Donc heureusement que les associations, et on en a souvent parlé avec tout le secteur associatif à l'époque, on a eu un dialogue assez nourri dans cette période-là. Mais effectivement, les choses ont basculé très vite. Alors, on n'est pas resté sans rien faire, et même si ce n'était pas dans le cadre de la stratégie d'une logique de plus long terme, là, il fallait réagir dans l'urgence, et l'État a mobilisé quand même pas mal de moyens, que je voudrais rappeler très très brièvement.
D'abord une aide exceptionnelle versée aux familles par la CAF, par les CAF en mai, qui a bénéficié quand même à 4 millions de bénéficiaires et qui allait de 100 à 550 € par foyer selon la composition familiale. On a aussi essayé de maintenir la continuité éducative dans les QPV en distribuant. Il y a eu beaucoup d'actions d'un côté politique de la ville pour distribuer des ordinateurs, des tablettes, et puis des actions de soutien scolaire, des actions mises en place par l'Éducation nationale cet été de vacances apprenantes pour aussi essayer de faire rattraper les retards d'acquisition qui auraient pu occasionner le confinement. On a eu la majoration de l'allocation de rentrée scolaire qui a été annoncée par le Premier ministre dans son discours de politique générale, qui était de 100 € par enfant, qui a concerné 5 millions d'enfants. Donc ça aussi, c'est des éléments importants. L'aide exceptionnelle aux jeunes, on pourra en revenir dans la discussion, mais qui a été versée en juin effectivement pour les jeunes de moins de 25 ans, d'un montant de 200 € et qui a pu bénéficier à 800 000 jeunes. Toute la partie, sur la partie SDF, on a aussi permis quasiment 0 personne à la rue pendant le confinement avec le maintien des places, le report de la trêve hivernale et puis le maintien des places et l'augmentation des places parce qu'on a ouvert plus de 30 000 places supplémentaires. Le sujet très important du maintien des droits sociaux, je pense que Vincent pourra en reparler, mais ça aussi qui est avec la suppression des contrôles pendant la période de confinement qui permettait au moins de permettre un maintien. Je ne vous parle pas évidemment de tout ce qui est chômage partiel, qui était aussi une mesure très forte pour éviter pour beaucoup de foyers de basculer dans la précarité. Et puis la partie aide alimentaire aussi, qui a été assez importante parce qu'on a réussi à mobiliser 94 millions d'euros pour soit soutenir les associations, soit faire des chèques pour les endroits où on avait du mal à maintenir une distribution parce que les associations étaient aussi elles-mêmes touchées par le confinement de leurs bénévoles. Donc voilà, tout ça, sans faire le catalogue, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées pour essayer de parer à l'urgence, qui restent des mesures d'urgence, mais qui ont été, à mon avis, nécessaires et qui ont évité des catastrophes. Dernier point maintenant, parce que maintenant la suite, l'actualité, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on n'est pas encore complètement sorti de la crise sanitaire, enfin, on n'est pas encore complètement dans la crise économique, mais on va y arriver, donc on le sait. Donc il y a déjà des mesures qui ont été annoncées dans le cadre du plan de relance, que évidemment certains trouveront insuffisantes, mais qui existent quand même. Donc je tiens à les souligner. D'abord, il y a eu le plan jeune, une solution qui concerne quand même beaucoup aussi des aides à l'embauche, l'apprentissage, la gestion aussi de suivi des jeunes sans solution en augmentant les places de garantie jeunes. Il y a eu les 100 millions d'euros pour la rénovation des centres d'hébergement et la construction de places supplémentaires. Donc ça aussi, c'est des points, on l'a vu parce qu'on a ouvert des places quand même un peu dans l'urgence et on voit que les conditions d'hébergement n'étaient pas forcément toujours réunies pour accueillir les gens dans de bonnes conditions. 100 millions d'euros pour soutenir les associations, et ça va se faire au plus près des terrains, ce sera des crédits qui vont être très territorialisés, pour venir soutenir, notamment permettre du renouvellement de flotte automobile des associations d'aide alimentaire, la rénovation de locaux, voilà, pour les aider aussi à faire face à pas mal de surcoûts et de besoins. Et puis, un point qui me tient particulièrement à cœur, c'est la réduction des inégalités de santé. C'est un point qui est peut-être un peu passé sous le radar, mais il y a eu tout un pilier du Ségur de la santé qui concerne les inégalités sociales de santé. Et donc, on a récupéré 100 millions d'euros pour renforcer justement les PASS, tous les lieux d'accueil, des démarches d'aller vers, et 40 millions d'euros sur la partie soutien psy, qui va être un sujet assez massif dans les mois qui commence déjà avec le confinement, mais qui va être sans doute assez massif. Et puis, voilà, on attend des annonces complémentaires du Premier ministre qui devraient arriver la semaine prochaine, donc je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais qui s'était engagé dans son discours de politique générale à compléter le plan pauvreté en fonction de l'évolution de la conjoncture. Il a rencontré les associations la semaine dernière, il s'est engagé à faire des annonces sous 15 jours. Donc voilà, on attend maintenant ces arbitrages pour voir sur quel volet il va compléter les actions qui vont continuer, parce que la stratégie qui avait été annoncée continue en 2021 évidemment, mais l'enrichir au-delà des annonces qui ont été faites dans le cadre du plan de relance ou du Ségur dont je viens de vous parler. Voilà, je vous propose qu'on en reste là pour l'instant et que je suis à votre disposition pour répondre à de nombreuses questions. Bien, c'est parfait parce que vous avez exactement tenu vos 15 minutes. Je me demande si vous n'avez pas un petit sablier pour faire fonctionner et réussir cela, c'est très bien.
Alors, parmi les nombreuses remarques et questions, il y en a une quinzaine déjà, il y a des questions qui portent sur la communication. Pourquoi communiquer aussi peu sur ce qui est déjà réalisé, sur les nouveaux dispositifs qui, pour certains d'entre eux, eh bien, atteignent des résultats plutôt favorables. Toujours sur ce sujet de la communication, sur le 100% santé sur lequel vous avez débuté, il est précisé qu'il serait bon de davantage communiquer aussi sur cette opération, sur la communication. Alors, la communication, vous en avez la primeur. C'est pas, vous savez, le confinement et la gestion de la crise a touché tous les services de l'État. Et donc, pour faire des bilans et pouvoir communiquer, il faut qu'on ait déjà le temps aussi de rassembler tous les éléments. On a été beaucoup, très honnêtement, beaucoup dans l'action et moins dans le faire savoir. Et donc là, justement, là, je préparerai, j'ai distribué transmis aux associations un premier document de bilan de la stratégie la semaine dernière, ils ont eu la primeur, je n'avais pas encore pu le consolider. Je suis en train d'en faire un deuxième un peu plus étoffé dans le cadre des annonces du Premier ministre de la semaine prochaine. Donc évidemment, là, ça va être l'occasion de communiquer sur ce bilan. Mais jusqu'à présent, on vient de récupérer, même dans le cadre pour la partie du 100% santé, les données, on vient de les récupérer en fait seulement maintenant dans le cadre de la préparation du PLFSS. Donc c'est pas une volonté de ne pas communiquer, c'est que d'abord on n'avait pas les données et qu'après on a été mobilisé plutôt sur, sur la gestion de la crise avant de communiquer. Donc maintenant le temps est peut-être plus propice pour cette communication et c'est bien l'objet déjà de mon venue aujourd'hui et de ce qui va être fait dans les prochaines semaines dans le cadre des annonces du Premier ministre. Alors, il y a également des questions et remarques sur, on va baptiser ça, la simplification structurelle. D'abord, des constats sur la multiplicité des acteurs, notamment pour les jeunes. Alors, on me liste les missions locales, les maisons de l'emploi, les EPID, Pôle emploi, CIDJ, on pourra en trouver d'autres. Bien sûr, ceci n'est pas une lecture aisée par les jeunes de ce qu'il leur est proposé. On amène aussi des questions qui reviennent souvent du côté des OSS, vous connaissez bien ça, c'est celle de la coopération interbranche. Ne doit-on pas aller vers davantage de coopération, ne serait-ce qu'entre CAF et CEPAM, pour traiter des personnes qui sont les mêmes, qui présentent des problèmes de faibles ressources et des problèmes de santé. Et enfin, toujours dans ce domaine structurel et des guichets, on va dire ça, on me pose la question que je pense judicieuse de savoir ce qu'est l'actualité de France Service en la matière, des contacts avec les maisons France Service. Voilà. Alors, sur la simplification structurelle, ça ne touche pas que les jeunes. Quand on regardait, c'est vrai que les jeunes, justement, je rencontrais la secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire cette semaine et on faisait le bilan de nombre de dispositifs qui existent entre les PAEJ, les maisons des ados, la prévention spécialisée. Il y a un nombre de structures qui s'occupent de ces jeunes et parfois, d'ailleurs, de manière complémentaire, sans doute avec des trous aussi dans la raquette dans certains territoires. Donc, on a justement un travail, on a convenu qu'on allait faire un travail de rationalisation de tous ces dispositifs. Mais après, on a quand même besoin de tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de monde. Notre sujet, c'est comment on s'organise pour, c'est pas forcément de supprimer les structures, parce que moi, je ne suis pas forcément une fervente adepte de je ne veux voir qu'une seule tête et ça va mieux marcher s'il y avait qu'une seule structure. Je crois que c'est surtout de comment on apprend aux uns et aux autres à travailler ensemble et on les coordonne. Et ça, je pense que pour le coup, l'État a un rôle à jouer. Et c'est aussi dans les territoires. C'est pour ça que dans le cadre de la stratégie pauvreté, on a mis en place des commissaires dans chaque région. Donc, c'est seulement une personne, mais ils ont justement ce rôle de coordination entre déjà tous les services de l'État qui s'occupent de ces équipes, parce que les actions des uns influent sur les actions des autres. Et après, je pense qu'il y a un énorme travail dans chaque territoire de coordination, mais ça, il faut qu'on le diffuse et c'est sans doute cette démarche un peu de coordination des acteurs. La stratégie pauvreté y contribue en essayant de faire du lien aussi entre collectivités, monde associatif, parce que voilà, il y a aussi beaucoup d'acteurs différents avec des cultures différentes qui interviennent sur ces publics. Et je pense que ça va aussi se faire dans la durée, mais moi je trouve qu'il y a déjà eu un énorme progrès dans le travail de coordination entre structures, même si évidemment on est encore au milieu du gué et qu'on a sans doute encore à améliorer pour qu'on ait un front office, comme on dit dans le monde de la Sécu, plus clair pour les publics.
Sur l'échange entre CAF et CEPAM, oui, bien sûr qu'on peut encore améliorer, on y travaille, là aussi ça progresse. Justement, on discutait avec la CNAF récemment là, sur nos actions de data mining, de comment on peut d'échange de données, essayer de simplifier l'accès aux droits. Il y a un travail de back-office qu'on peut faire entre organismes de sécu pour simplifier les démarches des bénéficiaires. Après, on a des contraintes de système d'information qui sont ce qu'elles sont et qu'on ne peut pas forcément faire les choses proprement. Il y a des informations que certains n'ont pas. On a voilà, la CAF gère les choses par foyer, la CEPAM c'est par personne. Donc il faut aussi arriver à reconstituer les choses et il y a aussi derrière une simplification d'accès aux droits simplification des conditions d'accès aux droits et des critères qui doit être accompagner ces mesures. C'est pas qu'une question de travail entre branches, c'est aussi derrière l'État qui doit aider à clarifier aussi, avoir des bases ressources et des critères d'attribution qui soient harmonisés. Et puis la dernière question que vous me posiez, c'était… France Service. France Service. France Service sont dotés. Alors, France Service, ils sont, ça aussi c'est très local, ça dépend. Nous, dans le cadre de la contractualisation, on demande aux conseils départementaux d'améliorer l'accueil inconditionnel. Donc, c'est à eux ça aussi, c'est plutôt une mission c'est aux collectivités de se rapprocher des différentes structures, parce qu'en fait, il y a là aussi une kyrielle de dispositifs qui accueillent les gens. Ça peut être les maisons France Service, mais ça peut être aussi les centres d'accueil d'aide alimentaire qui accueillent les gens et qui en profitent pour faire un premier contact et une ouverture de droit. Donc, je pense que France Service, ça se développe, mais c'est loin de mailler tout le territoire. Et donc, il faut aussi pas s'enfermer dans des labels un peu exclusifs. Et je fais un peu comme pour la partie jeune, je pense qu'il y a un sujet de clarification au sein d'un territoire sur qui fait qu'il y a des missions et après chaque territoire doit décider qui s'occupe de ces missions et c'est pas forcément une harmonisation et un seul organisme qui doit le faire. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus pragmatique. Alors, il me reste 4 minutes de discussion, même si de toutes les manières, ces questions, celles que je vais évoquer, vont pouvoir être retraitées. Il y en a une qui n'est pas une question fondamentale, mais qui est un petit clin d'œil. Pourquoi ne pas faire des clips publicitaires à la télévision sur les mesures du plan pauvreté? Je vous la livre. Deuxième chose, sujet plus structurel, c'est les sujets des budgets d'action sociale et des budgets d'action sociale et sanitaire des deux grandes branches maladie et famille, et même les URSSAF pour les indépendants. Ces budgets sont-ils sollicités efficacement et seront-ils abondés suffisamment au dossier? Il y a un sujet sur les commissaires qui ont été mis en place à l'échelle régionale pour animer cette politique de lutte contre la pauvreté. Où en est exactement leur déploiement? Alors, ils sont tous en place, mais que font-ils? Quelles sont leurs responsabilités? Et enfin, quatrième et dernière question tout aussi copieuse, ne doit-on pas aller vers un nouvel acte de décentralisation, sinon seulement de décentralisation, de recomposition des responsabilités sur les territoires en matière de lutte contre la pauvreté? Voilà, c'est copieux, mais votre sujet est copieux. En 4 minutes, c'est génial. Alors, les clips publicitaires, moi j'adorerais si on me donnait budget, hein, ça coûte très cher la publicité à la télévision. Vincent Matoré qui n'est pas encore arrivé, mais vous pouvez lui demander là quand il sera arrivé. Voilà, mais moi, même quand j'étais dans un organisme de sécu qui avait plus d'argent, on ne faisait pas de clip télé tellement ça coûte cher. Non, par contre, je pense qu'il y a des choses à faire sur les réseaux sociaux, et, parce que maintenant, il faut vivre aussi avec son temps, et les réseaux sociaux permettent aussi de toucher, de valoriser beaucoup notre action, et on va évidemment y travailler. Sur le budget social, alors oui, on les mobilise, et, enfin ça je vais passer la patate chaude à Vincent Mazauric. Mais encore une fois, nous, on est sur des actions de coordination d'acteurs à la stratégie pauvreté. On n'est pas sur des allocations, parce que les budgets sociaux, c'est sur des données pour chaque allocataire, c'est des attributions personnelles. Et nous, on est plutôt sur des actions de coordination d'acteurs pour faire notamment des parcours sans couture pour les bénéficiaires du RSA, par exemple. Donc, les budgets d'action sociale ne rentrent pas vraiment dans le champ de la stratégie pauvreté, mais bien sûr qu'ils sont abordés, mais ça, c'est dans le cadre des COG qui sont négociés. Et ils sont après mobilisés en fonction des besoins des personnes qui les sollicitent. En fait, c'est géré, vous savez que c'est notamment pour la partie CAF, c'est géré par les partenaires sociaux et non pas par l'État. Donc voilà, je laisse chacun sa responsabilité. Sur la partie des commissaires, alors oui, ils sont déployés, ils ont déjà un peu bougé, parce que moi-même, j'ai été commissaire Île-de-France il y a quelques mois, donc à peine nommé, j'avais déjà bougé. Donc, donc ils ont…
on est à 1 an de leur mise en place. On avait pris nos fonctions en septembre dernier. C'est encore très court à l'échelle administrative. Il faut leur laisser un peu le temps de souffler. Comme je l'expliquais récemment à des parlementaires qui s'émouvaient de ne pas les avoir encore rencontrés, je leur disais qu'ils avaient déjà convoyé la kyrielle d'acteurs qu'il faut rencontrer et animer sur un territoire. Ils sont surtout chargés de faire de la transversalité entre les services de l'État et faire le lien avec les collectivités locales et avec le secteur associatif. Évidemment, les bilans sont différents selon les régions. Globalement, ce sont des gens qui sont très motivés et les retours sont plutôt positifs, même si s'inscrire dans l'administration durablement et animer cette politique interministérielle, pour le faire au niveau national, je ne vous cache pas que ça demande une énergie du quotidien. Quant à la décentralisation, on pourrait dire, pourquoi pas. C'est vrai que, honnêtement, l'éclatement des compétences sur ce champ social n'aide pas. Voilà, entre ce qui est donné aux conseils départementaux, ce qui relève du conseil régional, ce qui relève des communes, ou qui ne relève de rien. Par exemple, la création à la petite enfance, ce n'est pas une compétence obligatoire, et c'est bien le problème parfois. Voilà, donc entre l'éclatement des compétences, les compétences qui ne sont dévolues à personne, ça n'aide pas. Mais non seulement, est-ce qu'il faut faire une décentralisation, il est aussi question, les débats portent aussi sur des recentralisations, sur le RSA. Donc je ne vous cache pas que voilà, les échanges peuvent se faire dans les deux sens. C'est toujours hyper sensible politiquement. Donc c'est vrai que moi, de mon point de vue, si on pouvait donner une cohérence un peu plus forte à toutes ces compétences avec des interlocuteurs plus en responsabilité, ce serait beaucoup plus simple pour nous. Bon, après, c'est une décision politique qui ne dépend pas de la délégation pauvreté, hélas. Et donc, voilà, je vous dis juste que les débats en cours, c'est aussi les débats, il y a une question quand même très forte en ce moment, est-ce qu'on fait des expérimentations de recentralisation du RSA qui ont eu lieu quand même déjà dans 3 départements en Outre-mer, à Mayotte, en Guyane et à La Réunion, qui ont été recentralisés. Donc, comme quoi, les choses peuvent se faire dans tous les sens aussi, quoi. Voilà. Parfait, je vous remercie. Et d'ailleurs, vous avez de la chance parce qu'il y a une des questions qui était très attendue qui est arrivée, c'est celle du RUA, mais après que j'ai eu la liste de questions à vous poser. Donc, vous avez une pause et hop, vous êtes content parce que vous pouvez la repasser à Vincent. Mais vous aurez l'occasion quand même de vous exprimer sur le RUA. Et on voit Vincent qui est ravi, qui va mettre son micro et qui va avoir l'occasion de nous dire pendant une quinzaine de minutes ce que sont les perspectives, observations, réalisations de la branche famille. Merci, merci beaucoup Julien, bonjour à tous, merci Marine des quelques perches tendues. Pour introduire mon propos, je vais vous montrer une image qui n'est pas celle élaborée par la branche famille, qui est le résultat d'une étude que nous avons confiée au cœur de la crise à une maison sérieuse, qui est Kantar, sur 1000 allocataires choisis parmi les plus fragiles. Et j'y trouve des choses intéressantes qui permettent aussi de tirer des leçons. 40% des personnes interrogées témoignent qu'elles ont été spontanément, pendant le cœur du confinement, contactées par leur CAF. Une seule sur 6 estime que le contact avec la CAF a été moins facile qu'à l'accoutumée. Si je prends le sous-échantillon des plus fragiles, 67% ont dit que la CAF était joignable, 69% que la CAF avait su proposer des solutions, 74% qu'elle apportait des réponses claires et précises, 82% que la CAF a été à l'écoute des besoins exprimés. Je me réjouis de cela. J'observe aussi, sans en tirer un parti excessif, mais cela m'intéresse, que alors même que tout contact était rompu, tout contact physique dans les modes habituels, 4 personnes parmi les plus fragiles sur 10 estiment que, à l'expérience des modalités différentes et alternatives qu'on leur a offertes, elles penseraient à l'avenir davantage à y recourir. Alors, tout n'est pas rose, et ces constats pointent aussi, comme toujours, et cela nous invite et nous enjoint la grande question de la difficulté de l'accès au droit qui commence par la compréhension du droit. Si par exemple 70% des personnes que cet institut de sondage a interrogées avaient entendu parler des aides exceptionnelles que Marine a citées, j'y reviendrai, la moitié et pas plus avaient compris que nous avions mis en place un système de maintien de droit destiné à les protéger quoi qu'il arrive pendant le plus dur de cette période. Et donc si ces leçons ou si ces images sont encourageantes, et
témoigne, je peux dire cela aussi au nom de tous les agents de la branche famille, de notre présence active pendant la crise. Nous avons, je m'en réjouis, pu trouver l'usage d'outils pas complètement neufs, mais dont certains ont vu leur emploi décuplé, ou d'autres plus neufs. J'en cite quelques-uns, et pardon si cela paraît très pratico-pratique, et c'est important dans la vie des gens. Remplacer l'impossible contact au guichet par du rendez-vous téléphonique, 5 000 par jour, pendant toute la période de confinement. Prendre l'initiative de contacter des personnes dont on sait qu'elles ont des parcours accidentogènes en termes de respect des formalités nécessaires pour obtenir leurs droits. Contact proactif, on a vu le résultat mesuré par l'extérieur, permettant notamment, et je n'ai pas de peine à cela, de coproduire au téléphone la formalité nécessaire plutôt que d'attendre derrière ce guichet avec la protection du droit la réception de la déclaration idoine, permettre ce qu'on attendait depuis des années et qu'on a réalisé en 3 semaines, la possibilité d'envoyer très simplement une pièce jointe avec un mail. Voilà des choses qui ont drôlement simplifié la vie des gens. Je retire de ça, avec toutes les directrices et les directeurs de CAF, la leçon bien sûr d'amplifier ces mouvements. J'en retire plus substantiellement une invitation plus grande encore à nos démarches d'accès au droit. On avait, il n'y a pas si longtemps, il y a un peu plus d'1 an, et ça commence à donner et ça a été généralisé, employer les techniques de data mining pour aller chercher en accès au droit des personnes susceptibles de bénéficier de la prime d'activité. Avec un résultat qui n'est pas négligeable, puisque si je le résume, en partant du brut, un échantillon, jusqu'au net, personnes dont les droits se voient activés, on a un rendement de 10%. Et 10%, ça vaut la peine de se pencher. Nous commençons, et j'ai donc pas encore de résultats, une expérimentation analogue par les mêmes techniques de data mining sur quelque chose qui pourra paraître audacieux, qui est l'allocation de soutien familial qui est délivrée après une séparation. Une autre leçon de la crise et un autre encouragement est pour nous de travailler plus profondément la mixité de nos métiers qui ont tendance, par le naturel des choses, à être un peu séparés, administration des prestations, contact et travail social. Ça a toujours été une pratique, mais voilà, ce sont, et c'est très respectable, parfois des cultures différentes, tout simplement des groupes professionnels différents. Eh bien, les circonstances extrêmement pressantes et forcées. L'un des participants demandait ce qu'on avait pu faire avec les CEPAM. On a là aussi, à l'invitation de Marine d'ailleurs, lancé dans 84 sur 100 une action conjointe avec les CEPAM vers les personnes hébergées en CHRS, qui a non seulement fait, je l'espère, beaucoup de bien à ces personnes, même s'il y a eu plus de droits ouverts en matière de santé qu'en matière de famille, pour des raisons objectives que je ne détaille pas, je crois que ça a aussi fait beaucoup de bien aux participants. Il est clair que la période a beaucoup interrogé la manière de délivrer les prestations. Marine l'a mentionné, j'en ai dit un mot, j'en redis un mot bref. En application d'une des ordonnances du 25 mars et qu'on a pris de la manière la plus extensive que l'on pouvait, nous avons, pendant toute la période, jusque et y compris au droit au titre du mois de juin, maintenu les droits, quel que soit le silence de l'allocataire. Ça a été extrêmement prégnant et dans le même esprit, nous avons levé toutes les suspensions de droit qui arrivent tout le temps, et parfois trop, parce qu'un contrôle est en cours, parce qu'une pièce justificative est attendue. Bien entendu, nous nous sommes, pour des raisons évidentes, et un peu à la manière de nos collègues de la branche recouvrement, abstenus de faire des contrôles. Tout ceci a eu une fin, comme il se devait, parce qu'il y aurait eu péril en la demeure, mais par exemple, et le réseau des cartes connaît ça très très bien, nous en tirons l'invitation à faire des réglages encore un peu plus fins, notamment sur les questions de suspension, qui doivent être décidées avec beaucoup de parcimonie. Et puis, au fond, nous avons un peu plus que de coutume encore contemplé la complexité du système de prestation et trouvé à nouveau un encouragement. Alors, ce n'est pas moi, opérateur, qui ai le pouvoir de simplifier, mais nous avons le devoir d'accélérer les choses. Et juste un mot avec une perspective sur l'année 2021. Nous allons, en janvier 2021, enfin,
après quelques accidents techniques et puis des reports un peu fatals. Mettre en œuvre la réforme du mode de calcul des aides au logement, à l'instar de nos collègues de la MSA. Ceci, techniquement, nous donne le tremplin pour aller faire d'autres choses, et en particulier, et on fera ça en commençant par la prime d'activité, cours de l'année 2021, aller brancher cette prestation sur le dispositif de ressources mutualisées, ex-BRM, permettant en substance de soulager les allocataires d'une démarche déclarative extrêmement fréquente, trop fréquente et surtout extrêmement casse-gueule, si je puis être familier. Et dans une logique tout à fait conforme et homologue, ce serait vite autour du RSA d'être traité de la sorte. Puissant mouvement de facilitation du droit. Marine a mentionné les aides exceptionnelles décidées au cours de la période. Elles ne sont pas négligeables. Si je compte avec le supplément de 100 € par enfant d'allocation de rentrée scolaire, tout ça pèse 1,5 milliard. Mais je retiens l'avertissement que l'étude que j'ai citée me renvoie sur connaissance et perception. Il ne suffit pas de prévoir, et ça s'est passé dans d'excellentes conditions techniques. On a fait les 2 premières aides de solidarité entre le dernier arbitrage gouvernemental et le paiement en 8 semaines, ce qui, c'est pas pour me vanter, mais est assez réussi et est à l'honneur de toutes les équipes qui y ont travaillé. Nous avons aussi, c'est à plus bas bruit, mis en œuvre des aides financières individuelles d'urgence, cette fois-ci, comme leur nom l'indique, en fonction de la situation de la personne, sur sa demande, le cas échéant la sollicitation du travailleur social, le cas échéant le réadressage par des collègues travailleurs sociaux des départements ou des centres communaux d'action sociale. En gros, 50 000 aides ont été distribuées pour un montant de 16 millions d'euros. C'est assez intéressant de noter, je me permets de dire cela à tous les participants, que ces 16 millions, ça représente au fond beaucoup moins que la provision qu'en accord avec la tutelle nous nous étions donnée. Nous nous étions donné une provision de 50 millions. Alors, je ne dis pas qu'il faut dépenser pour le plaisir, mais je redis avec les directrices et les directeurs de CAF que, surtout dans ces circonstances, l'argent est fait pour servir. Et j'espère qu'il sera utile. De la sorte, les budgets d'action sociale en général des CAF, que je me suis employé dans la négociation de la COG en 2018 à préserver intégralement, qui ont même été un petit peu augmentés juste avant la crise par des reports de l'année 2019, sont entièrement disponibles et, pour dire d'un mot, ne manquent pas. Nous ne manquons pas de ressources. Je veux que ça soit dit assez fort. Nous ne manquons pas de ressources, mais nous manquons aussi parfois de réponses et de certitudes. Je viens de parler d'aides exceptionnelles ou d'aides individuelles. Personne ne pensera, et moi pas en tout cas, que ceci suffise à composer le filet de sécurité que l'on peut attendre d'une protection sociale aussi forte et aussi assumée que celle dont bénéficie notre pays. Nous pouvons tous nous attendre à des phénomènes socio-économiques qui commencent à être observables, par exemple une augmentation de la dépense de RSA par le jeu, pour l'instant, d'un maintien dans le RSA. Peu de gens, beaucoup moins de gens que d'ordinaire, sont sortis du RSA parce que l'année n'a pas permis d'aller prendre des emplois saisonniers. On commence tout juste, mais tout juste, à voir arriver des demandeurs nouveaux de RSA. Naturellement, et je peux comprendre, les conseils départementaux s'inquiètent. Marine l'a dit, et nous avons, j'en suis très content, beaucoup travaillé avec elle tout au long de la période. Le Premier ministre fera de nouvelles annonces dans une quinzaine, et je les attends donc. Il est clair que, même si personne nulle part ne peut rêver d'avoir par avance à la disposition de la société l'amortisseur parfait pour des chocs aussi inouïs que ceux que nous connaissons en ce moment, nous ne
pouvons pas dire aujourd'hui que malgré le dévouement de tous les réseaux des branches de la sécurité sociale, MSA comprise, bien entendu, nous ayons tout à notre disposition. Je cite néanmoins, et pour conclure, un dernier élément, car il n'est pas négligeable et il me paraît avoir un rapport direct avec la réponse à la fragilité. C'est l'intermédiation financière des pensions alimentaires. Elle vient de commencer, 1er octobre, dans des situations assez spécifiques, de personnes déjà connues de l'ARIPA, l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, donc qui subissaient déjà des impayés. À partir de janvier, c'est à tous que cela va s'ouvrir sur simple demande de l'un des deux ex-conjoints. Et l'air de rien, cette espèce de, non pas d'auto-assurance, hein, mais d'introduction pour la première fois en dehors d'une décision de justice, de la force de l'action publique entre deux personnes qui ne s'entendent plus bien par définition, mais ont encore des droits et des obligations réciproques, c'est une grande nouveauté sociale, et j'espère que vraiment dans l'esprit d'un filet de sécurité préventif, elle sera très efficace. Donc voilà, on pourra toujours, et je suis sûr qu'on entendra autant de François-Emmanuel, compter sur une branche famille active dans toutes les directions. Parfait, parfait Vincent. Alors j'ai des remerciements et 4 questions. Les remerciements, c'est de ma part parce que vous avez bien tenu les 15 minutes, ça c'est chouette. Et les remerciements, c'est toute l'équipe de l'EN3S parce que derrière vous, dans votre bibliothèque, on voit bien la collection de Regards, qui est la revue de la N3S. Voilà, formidable, nous sommes ravis. Pour ceux qui souhaitent recevoir Regard pour la lire, c'est possible, il suffit de le demander. On vous l'envoie, mais c'est aussi disponible sur Internet. Parce que dans l'autre webinaire, tout à l'heure, tout le monde faisait de la pub, tant qu'à faire, autant le faire pour le N3S. Les 4 questions. La première, c'est que revient la question du RUA. Où en est-on sur le RUA? Si vous jouez bien au ping-pong, vous pouvez la renvoyer à Marine, hein, si vous voulez. Mais donc, tout le monde pourra en parler. Alors, je vais tenter François-Emmanuel. Bon, très bien, tout le monde va jouer. Alors, oui, c'est une tournante, ça. On se met à 4, c'est deux de chaque côté de où on joue en double. Bon, enfin bon, il faudra bien aborder un peu le RUA. La deuxième chose, c'est sur les aides sociales individuelles, vos 16 millions dépensés sur 50 millions. La question était déjà posée tout à l'heure dans le précédent webinaire. Comment explique-t-on cette sous-sollicitation? Voilà, grand sujet. Troisième sujet, c'est par rapport à un thème que vous avez abordé sur l'action dans les CHRS. Pourquoi cela a-t-il conduit à davantage de droits, à des droits davantage ouverts en santé et pas en prestations sociales? Et enfin, quatrième question d'importance sur toutes les affaires de pauvreté. On rappelle que, enfin, quelqu'un rappelle que être passé d'envoi électronique qui ne pouvait pas prendre en compte des pièces jointes à désormais des mails qui peuvent s'accompagner de pièces jointes est une demande depuis longtemps, notamment des personnes précaires. La question est, où en est-on de cette organisation de l'écoute des plus pauvres pour améliorer la gestion de leurs droits? Voilà, 4 questions copieuses aussi. Elles sont très bien. Je vais sans tricher les prendre dans l'ordre qui m'arrange et en gros dans l'ordre inverse où vous les avez posés. J'ai dit, mais peut-être trop vite, un mot un mot bref, hein, et trop bref, de l'écoute des plus pauvres. Ce dispositif qui permet, c'est simple comme chose, c'est pas très conceptuel d'envoyer une pièce jointe avec un mail. Maintenant, il existe et bien sûr, on va le garder. C'est pas la réponse à tout, mais c'est quand même extrêmement simplifiant. Nos allocataires l'ont confirmé. Ce que nous avons réussi à faire, même sans voir des gens, est un vrai acquis. Et ça aussi, nous allons le garder. Nous travaillons en ce moment même, des ateliers mobilisent 96 cas sur 101, et ça a commencé aujourd'hui même, à tisser les fils des leçons de la crise, à les nouer avec une réflexion stratégique que j'avais eu la clairvoyance de démarrer fin février. Et nous avons renoué tout ça, encore une fois, c'est pas qu'on ne le savait pas, mais ça nous a sauté aux yeux. La personne est au centre. Et nous devons et pouvons, c'est ça la vérification, intervenir autour d'elle. Donc, je pense qu'on va avoir de belles améliorations. Action en CHRS, la réponse est très simple, et pardon, je ne l'ai pas détaillé tout à l'heure. En matière de prestations sociales et familiales, les critères, notamment de licéité du séjour, ne sont pas les mêmes qu'en matière de santé. Les personnes hébergées en CHRS sont majoritairement, pas seulement, des hommes seuls.
en tout cas c'est ce qu'ont trouvé nos collègues, et pas tous dans les situations qui cochent des cases dont j'ai rappelé les critères juridiques. C'est ce qui explique qu'il y a eu beaucoup plus d'ouverture de droit en santé qu'en matière familiale et sociale, mais c'est pas grave. Il faut toujours se pencher pour un point, surtout en la matière. Pourquoi n'a-t-on pas encore, et j'ai tendu la perche moi-même, consommer toute la provision prévue pour les aides financières individuelles d'urgence? Je pose la question. Il y a une forme de, pas d'autocensure, mais de prudence auto-administrée, alors que la main a été entièrement laissée au conseil d'administration des CAF, puisqu'on est dans du quasi-fonds local. Et donc, il y a eu une administration, je le vois, prudente. Il n'y a pas tant que ça, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, eu de réadressage, je peux mentionner, par d'autres intervenants, aide sociale départementale ou action sociale communale. Naturellement, les équipes ont eu soin de vérifier qu'il y avait un bon équilibre entre les aides procurées par les uns et par les autres, dans une logique qui n'est pas utile de détailler. J'ai redit, et nous avons redit avec l'équipe de Frédéric Marinach à tout le réseau, que c'est pas parce que le confinement est fini que la crise est finie, et donc les disponibilités dont je parle demeurent parfaitement sur la table, et donc le tiroir n'est pas fermé, et ces sommes, qui peuvent d'ailleurs par exemple nous servir assez vite dans les Alpes-Maritimes, peuvent et doivent, me semble-t-il, être convoquées pour servir à l'usage qu'on a prévu. Et enfin, climax, le revenu universel d'activité. Qu'est-ce que la CNAF peut en dire? Elle a beaucoup travaillé. Nous avons, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, c'est un plaisir de travailler avec Fabrice Canclar. On a pu se composer vraiment une étude comme rarement on y aura consacré autant de sérieux, de précision et d'esprit. Le gouvernement avait, avant confinement, avant crise, annoncé un calendrier, et je ne sais rien dire d'autre que d'imaginer avec vous qu'il doit probablement être réajusté, mais ça, c'est naturellement pas à moi de le dire. RUA ou pas RUA, voilà. La branche famille, qui sait bien le chemin qu'elle a à faire, commence, je l'ai dit, les étapes qui lui reviennent. Ça y est, on a mis en œuvre la première partie de notre nouveau système d'information. Ça y est, on est branché sur le dispositif de ressources mutualisées. Je sais à peu près quand je pourrais, je l'ai dit, faciliter l'administration et le bénéfice de la prime d'activité, le cas échéant du RSA. Après, il doit, je l'espère, y avoir un emballage à la fois politique et pratique et social dans un revenu universel d'activité, mais des étapes techniques déjà marquantes et visibles pour l'allocataire auront pu être franchies. Après, moi, je suis le crayon sur l'oreille. Merci beaucoup. Alors, avant de passer la parole à Marine Jantès sur le RUA, parce qu'il faut quand même qu'elle nous dise un petit mot elle aussi du RUA, j'ai eu droit à l'autre question sur le SPI. Vous ne savez pas tous ce que c'est que le SPI parmi les gens qui nous écoutent, c'est le service public de l'insertion. Alors, on me demande, ce qui était un des gros chantiers, ce qui est toujours un des gros chantiers d'organisation de la stratégie pauvreté, on me demande ce que la CNAF fait, ce que les CAF, ce que la branche famille fait dans ce projet. Et donc, je pense que la question est valable pour vous, Vincent, pour en dire un petit mot, et puis après, Marine pourra nous dire ce qu'il en est de l'actualité et de l'avenir du RUA et du service public de l'insertion. Voilà. Volontiers. Là, pour le coup, Marine, ça sera vraiment on va être élégant, un badminton. Moi, je vais faire une réponse terrain. Parce que ce n'est pas du tout la branche famille, et c'est pas logique, qui est la maître d'ouvrage du service public de l'insertion. Moi, je n'ai jamais dit que les CAF étaient les plus prescientes en matière d'insertion. En revanche, on est bon, parce que c'est notre travail, en matière d'appréhension de la situation de certaines personnes présentant un désir et un besoin d'insertion, je parle des bénéficiaires du RSA. Et je ne parle donc pas des personnes non bénéficiaires, notamment dans la tranche 18-25.
Et donc, ma réponse, Julien, elle est simple, alors sous bénéfice aussi que les mois de confinement n'ont pas accéléré les choses. La branche famille et les CAF, quand elles sont concernées, donnent dans toutes les circonstances qui se présentent une réponse positive et concrète à toute proposition territoriale d'association à une initiative, et c'est assez protéiforme, contribuant à former un service public de l'insertion. Que ce soit, c'est l'exemple que je vais chercher dans le Bas-Rhin et la métropole de Strasbourg, la quasi-constitution d'un groupement d'intérêt social, ou des initiatives un peu plus réduites, avec moins de partenaires. Peu importe, moi je dis à tous mes collègues, directrices et directeurs de caisse, allez-y, ne faisons jamais ce que nous ne savons pas faire. Mais Marine citait des chiffres en progression de prise en charge précoce des bénéficiaires du RSA. Ça fait longtemps qu'on sait que c'est un sujet majeur et pardon, une glu que nous avons le pouvoir de libérer, de contribuer à libérer. Donc, à chaque fois que des CAF sont et seront sollicités, nous répondrons présent. Marine, c'est une bonne nouvelle, mais vous l'avez Alors, mais maintenant, RUA et service public de l'insertion. Je ne doute pas de l'engagement des CAF et on le voit au quotidien, donc ça, c'est pas un sujet. Alors, sur le RUA, ça va être assez rapide parce que pour l'instant, nous attendons les arbitrages. En fait, les choses ont été complètement stoppées, comme vous le savez, par le confinement. Et je ne vous cache pas que ça n'a pas été la priorité du gouvernement de relancer ces travaux en sortie de confinement. Il y avait quand même la préparation du plan de relance qui a beaucoup mobilisé les administrations et le gouvernement. Et voilà. Et donc là, on en a encore reparlé. Je pense que le Premier ministre et le Président de la République savent parfaitement que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on statue. Pour savoir, c'est un énorme travail, en fait, le RUA. Ça a déjà été, comme le soulignait Vincent, 18 mois de travail intensif de nombreuses administrations. Donc, il y a déjà un énorme travail qui a été réalisé et sur lequel, qui servira de toute façon, quelle que soit la suite donnée aux travaux. Mais c'est vrai qu'avant de relancer la machine, il faut être sûr qu'on veuille aller jusqu'au bout. Parce que derrière, il y en va aussi de la bonne utilisation des moyens et des actions des uns et des autres, parce que c'est quand même très mobilisateur en temps et en énergie. Donc, il faut aussi savoir voilà, où on met dans une période où on a quand même, vous voyez, qui est encore assez perturbée. C'est peut-être pas forcément la priorité. En tout cas, c'est pas à moi qui revient cet arbitrage final, mais c'est le sujet des débats actuellement, sachant qu'il faut quand même avoir en tête que le RUA, de toute façon, quand bien même on recommencerait les travaux maintenant, c'est pas avant 2023. Je précise, il faut toujours le redire, c'est que c'est un travail de toute façon pour l'après-quinquennat, c'est pour le prochain quinquennat, et donc du coup, voilà, de toute façon c'est un sujet de long terme, et ça ne répond pas tout à fait aux attentes de court terme dont on a évoqué jusqu'à présent. Sur le SPI, c'est un petit peu différent. On avait quasiment terminé la concertation juste avant le confinement. Il n'y a que le volet gouvernance qui n'avait pas encore été abordé, mais qu'on va traiter autrement. Donc, en fait, là, on est en train de finaliser un rapport de concertation qui va apparaître très prochainement. Là, on est en train vraiment de le finaliser. Il faut qu'il soit validé après par les cabinets, mais donc on va sortir ça. Et après, le sujet, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce rapport de concertation. Et ça fait partie aussi des sujets sur lesquels on attend le Premier ministre en disant qu'est-ce qu'on garde pas, parce qu'il y a des choses voilà, qui sont peut-être qui ont été prononcées qui ne sont pas forcément opérationnelles ou voilà. Donc ça, normalement, là, on devrait avoir des éléments plus précis dans les prochaines semaines sur le SPI, sachant que il est pour l'instant plus ou moins on est parti sur une logique assez pragmatique, que si jamais on met des choses en place, on ne l'abordera pas sur le volet de la gouvernance, justement. Ce sera juste comment aussi améliorer la gestion et le lien entre les acteurs de manière assez opérationnelle. De toute façon, les territoires ne nous ont pas attendus. Toute cette dynamique a aussi créé beaucoup de stimulation dans les territoires. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui voient déjà le jour actuellement. Je rappelle qu'il y a 14 expérimentations en territoire un peu pilote sur ce sujet-là qui ont été lancées
juste avant le confinement, mais qui ont quand même continué à travailler. Là, on est en train de faire un point et qui aussi ont avancé. Donc, c'est aussi grâce à ces expérimentations qui d'ailleurs proposent des modèles de gouvernance très variés. Et c'est peut-être en partant aussi de ce qui se passe vraiment sur le terrain et qu'est-ce qui peut marcher qu'on pourra aborder ces choses sereinement sans être sur des logiques de territoire et de pouvoir. Voilà. Donc, ça, sur le SPI, je pense qu'on devrait avoir en tout cas, il y aura de toute façon une suite qui va se faire. Voilà. Après, je ne sais pas encore sous quel format et quel périmètre, mais ça va arriver prochainement. Le RUA, c'est en attente. Parfait. Avant de passer la parole à la MSA, parmi les multiples questions et remarques qui arrivent, c'est assez dense, c'est à ça que sert cette organisation numérique, c'est qu'il y a pas mal de monde et pas mal de questions. Je vous en livre 3, on aura peut-être l'occasion, enfin je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir y revenir, et puis certaines permettent la transition vers la RSA. On me demande s'il y a un recensement et une évaluation des démarches dites d'aller vers, un terme de travail social au tout départ, pour permettre un meilleur accès aux droits des gens qui en sont le plus éloignés. Donc, je vous glisse cela, on y répondra peut-être tout à l'heure. Deuxième chose, on me demande s'il est possible, d'ici une dizaine d'années, d'avoir sur le modèle, mais d'un modèle qui fonctionnerait du dossier médical partagé, un dossier social unique. Je vous glisse cela. Et puis, alors, transition vers la MSA, ce qui est demandé, c'est s'il est possible d'envisager à plus ou moins moyen terme, pas long terme, une action sociale qui soit coordonnée, voire même interbranche, même des parcours interbranches pour l'assuré, pour l'allocataire, comme pour le cotisant. Voilà, je glisse tout cela, c'est des gros sujets, et je sais que les derniers gros sujets permettent immédiatement une transition vers la MSA qui dit « mais moi je le fais déjà, et très bien ». Enfin bon, la MSA est aussi confrontée au sujet de la pauvreté, et alors, qu'observe-t-elle et que fait-elle ? Merci, merci Julien. Bonjour à tous, très heureux de participer à cet échange. Moi, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que notre mission face à la crise et face aux conséquences de la crise, c'est finalement de faciliter, consolider la résilience du monde agricole et rural pour la MSA, et spécialement celle des plus fragiles d'entre nous, pauvres, précaires notamment. Donc pour cela, la MSA a à cœur, et s'est attachée depuis ces derniers mois, mais dans le prolongement de son action MSA 2025, à déployer, à extraire finalement le meilleur de son modèle au service des populations qui sont directement impactées aujourd'hui. Donc le meilleur de son modèle, je rappelle, c'est la proximité géographique impérieuse, et donc nous souhaitons, et nous restons en toute proximité, nous souhaitons renforcer cette proximité, extraire le meilleur de notre logique de guichet unique, protection sociale, mais guichet unique plus large encore, guichet unique XXL à travers des initiatives que nous prenons à travers notre offre de services en territoire. Tirer également le meilleur, extraire le meilleur de notre caractéristique d'être encore un organisme qui fonctionne selon des principes mutualistes, donc meilleur de la démocratie active qui est portée par nos élus et spécifiquement en territoire rural, à travers nos délégués cantonaux qui, associés au service administratif, peuvent opérer dans le dernier kilomètre et dans les derniers 100 mètres pour construire de manière très concrète des réponses à des situations même individuelles. Donc extraire le meilleur de notre modèle de protection sociale, c'est la première des réponses. La deuxième des réponses que nous nous attachons à construire, c'est d'extraire également le meilleur de notre rôle, non pas spécifiquement d'organisme de protection sociale, mais d'organisme professionnel agricole. Vous savez que nous dépendons également du Code rural et pas seulement du Code de la sécurité sociale, puisque le Code rural nous donne l'obligation d'agir à destination des territoires ruraux dans leur globalité, pas seulement des populations agricoles. Et extraire le meilleur de ce rôle, finalement, dans la période actuelle, cela passe par exemple par l'accompagnement d'entreprises fragilisées en territoire rural, d'entreprises agricoles. Cela passe par le renforcement de la création d'un environnement durable pour nos salariés agricoles, notamment les saisonniers qui interviennent dans des exploitations et le cas échéant exposés à des risques sanitaires qui sont importants et qui ont été renforcés pendant la crise Covid. C'est renforcer notre engagement au service
de la lutte contre le mal-être des populations agricoles, je pense notamment à la prévention du suicide et des risques psychosociaux au sens large, à travers l'extension de notre dispositif à écoute dans le droit fil des propositions qui seront faites à la fin de ce mois par le député Damazin pour lutter contre ce fléau, ce qui reste un fléau. C'est également extraire le meilleur de notre troisième rôle finalement en territoire, au titre de cette protection sociale du dernier kilomètre. C'est le rôle de partenaire national de la cohésion des territoires. Vous savez que nous avons signé un partenariat national avec Madame Bourreau et avec la NCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, pour renforcer notre présence territoriale et participer encore mieux, soit en termes d'ingénierie sociale, en termes d'ingénierie de lutte contre les inégalités de santé, notre participation active renforcée au sein des espaces France Service, puisque nous avons souhaité non seulement être partenaires comme tous les organismes de protection sociale des espaces France Service, mais également de devenir opérateurs. Et nous serons à la fin de l'année labellisés pour 50 maisons France Service. Il reste encore 800 cantons en France qui ne sont pas couverts par des espaces France Service, et notre projet stratégique est d'aller vers 200 espaces France Service que nous proposerons au préfet dans les prochains mois. Donc, vous voyez, c'est ça finalement notre rôle, renforcer la résilience du monde agricole et rural. C'est finalement ce à quoi nous renvoie la crise. C'est, entre guillemets, le bienfait de la crise que de nous renvoyer aux fondamentaux de la protection sociale. Les 30 milliards d'euros que vous rappeliez tout à l'heure comme étant mis à disposition par l'intermédiaire de la protection sociale, du bien-être, de la ressource humaine agricole, finalement, qui elle-même peut réaliser grâce à cet investissement, cet entretien, eh bien, réaliser ce projet stratégique agricole français qui est fondamental pour l'ensemble du pays. Voilà, c'est le cœur finalement de notre mission dans ce contexte. Alors pour les plus fragiles, spécifiquement, vous savez que nous avons quelques spécificités dans nos adhérents. Donc nous avons bien sûr à la fois des salariés et des exploitants, mais les vies personnelles et professionnelles sont finalement très intriquées. Nous sommes souvent confrontés aussi à des notions comme ceux de l'isolement géographique, une vulnérabilité potentielle bien sûr face aux crises agricoles, et puis nous sommes confrontés au quotidien à ce qu'il faut bien appeler la déficience de certains services publics sur les territoires, avec un accès aux soins qui est parfois plus difficile et une mauvaise couverture numérique qui rend plus difficile encore l'intégration dans le monde tel qu'il devient. Alors, dans ce contexte, les spécificités qui sont les nôtres dans l'accompagnement que nous proposons, eh bien, ce sont des actions qui sont en prolongement de notre guichet unique, en proposant un accompagnement global qui s'appuie sur cette offre de services en territoire qui est diversifiée au service des adhérents MSA, mais aussi des habitants des territoires ruraux. Donc nous intervenons bien sûr en complémentarité, spécialement avec les conseils départementaux et toutes les structures locales. Nous déployons de manière coordonnée toutes les facettes de l'intervention sociale, l'accompagnement individuel, collectif, sur le territoire, en milieu professionnel. Nous avons également des actions à destination des milieux de vie. Ce sont bien sûr les caractéristiques classiques de l'intervention sociale. Mais dans notre mission d'accompagnement, à destination des plus pauvres, des plus précaires aujourd'hui, c'est une action que nous renforçons. Je rappelle qu'à côté de la MSA, nous avons cette offre de services en territoire. Ça représente à peu près 10 000 emplois d'économie sociale et solidaire en toute proximité en territoire. Donc nous avons un réseau d'établissements et de services d'aide par le travail pour les personnes en situation de handicap. Nous avons dans ces établissements plus de 4 000 personnes handicapées qui sont accueillies. Nous avons une action qui s'exprime à travers les MARPA. Donc c'est un réseau d'habitat inclusif en petites unités d'habitation pour seniors et qui favorise le lien social et l'entretien du lien social et l'autonomie. Nous avons donc 200 établissements qui sont actifs de ce point de vue. Nous avons des centres de vacances encore. Nous avons 11 structures de centres de vacances qui sont des centres de vacances inclusifs, c'est-à-dire que nous associons dans la gestion de ces centres de vacances, au fonctionnement de ces centres de vacances, des ESAT. Et
nous avons des modèles qui associent des résidences autonomie pour personnes handicapées, ce travail en centre de vacances et des centres de vacances de grande qualité offerts à toute la population. Nous avons aussi un réseau de structures d'insertion, donc l'action évidemment en ce moment va se trouver renforcée, insertion par l'activité économique et d'aide à la personne, un réseau de 93 personnes que nous mobilisons spécialement dans la période. Et à destination des plus fragiles à domicile, eh bien, vous savez que nous avons un développement très important de notre réseau Présence Verte, qui est un service de téléassistance pour la prévention, notamment des risques de chute à domicile, donc plus de 120 000 abonnés, ce qui est quand même tout à fait significatif. Je vais donner comme exemple de l'extraction, si je veux dire, du meilleur de notre modèle de fonctionnement de la protection sociale en territoire. Pendant la crise, nous avons déployé en partenariat avec l'Association des maires ruraux de France, nous avons déployé une action spécifique, MSA Solidaire, qui a permis d'aller au contact de 260 000 personnes qui, pendant la crise, étaient bien sûr isolées. C'était vraiment l'entretien du lien social avec des initiatives portées par nos délégués, par nos salariés, pour porter ce message de maintien du lien social pendant la période spécifiquement de confinement. Donc nos actions vont se trouver renforcées aussi, notre méthodologie d'action en territoire se trouve renforcée aujourd'hui à travers les définitions de stratégies qui vont mieux prioriser au titre du développement social territorial, par exemple, eh bien, les critères de fragilité, de ruralité et de coopération avec les autres acteurs locaux. Je peux donner comme exemple la mise en œuvre de contrats avec nos aidants familiaux, un soutien aux aidants familiaux avec des dispositifs qui sont aujourd'hui en train de se généraliser, ce qu'on appelle bulles d'air, c'est des séjours de répit pour les aidants familiaux, pour leur permettre d'exercer mieux ou de retour leur mission d'accompagnement de personnes extrêmement fragiles. Je peux également citer à ce titre le renforcement des actions qui sont de partage intergénérationnel, donc à destination des plus fragiles. Effectivement, le fait d'avoir des vacances intergénérationnelles entre des jeunes de l'enseignement agricole et des seniors en perte d'autonomie, ben voilà, c'est une démarche que nous avons l'intention de renforcer encore dans les prochains mois. Voilà très rapidement dit le contexte dans lequel nous intervenons et les actions que nous portons de manière très concrète dans cette période. Alors les défis auxquels nous sommes confrontés, nous sommes conscients d'être confrontés pour ces services rendus aux plus fragiles. Donc l'idée c'est d'éviter les situations de rupture de droit. Il y a des nécessités impérieuses que l'affiliation, l'accès aux droits et le service des prestations dans les meilleurs délais soient garantis sur l'ensemble du territoire. Donc nous travaillons bien sûr de manière très précise sur ces sujets. La prise en charge ciblée des publics en situation de précarité, donc nous avons un mécanisme de détection comme l'outil de la CAF qui utilise aussi des techniques de data mining pour nous permettre d'aller au plus près des situations les plus précaires. Et nous travaillons comme les autres intervenants également et très attentifs à créer des parcours attentionnés qui sont dédiés aux événements de la vie qui trouvent un relief encore plus particulier dans la période que nous traversons, les séparations, le décès d'un enfant, le décès lié aussi à un accident de travail. Donc ce sont des actions qui sont suivies de manière tout à fait particulière. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Julien, je pense que je suis à peu près dans le temps. Dans les temps, mais c'est formidable. Vous êtes les meilleurs tous les quatre. Ah oui, Merci. Alors, je vais répondre à des questions complémentaires. Les experts et deux associations, donc on verra si Christophe Devis tient aussi
la ligne en matière de temps, mais les deux autres responsables associatifs étaient plus bavards. Bon, enfin, c'est pas le sujet. Parmi les questions qui sont arrivées, une porte sur les spécificités des conséquences de la crise sur le monde agricole par rapport à tout ce qu'on a pu entendre sur la question des sans-abri, la question des indépendants qui se prennent en pleine figure le choc, la fermeture. Je vais donner quelques éclairages. Donc, la spécificité du monde agricole face à la crise. Donc, nous avons connu des situations économiques qui sont directement liées à la crise. Hein. Par exemple, le secteur horticole a été sinistré au printemps, parce que c'est là où ils font l'essentiel de leur vente. Et avec le confinement, ça s'est effondré. Et sur ce créneau-là, pour vous montrer la manière dont on a travaillé justement, nous avons eu un contact avec les syndicats de cette profession qui nous ont demandé une intervention particulière à destination des chefs d'exploitation, des chefs d'entreprise, qui étaient dans un état de mal-être psychologique extrêmement important. Et nous avons déployé notre service Agri-Écoute spécifiquement pour cette profession, en ayant une action de communication relayée par le syndicat professionnel. Le secrétaire général d'un syndicat nous a alerté en disant « je ne sais combien d'appels de gens qui veulent se tirer une balle dans la situation, donc qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et on a construit sur mesure un dispositif d'accompagnement de ces personnes en situation fragile et directement impactées par la crise. Après, globalement, le monde agricole a tenu son rôle pendant la crise, celui de nourrir les Français. Et ça a tenu aussi les gens dans la volonté d'aller quand même au contact et de continuer leur activité. Voilà les spécificités aussi de notre action, ça a été de répondre à cet isolement qui a été renforcé du fait du confinement. Même si dans le monde rural, le confinement n'est pas vécu comme en ville, évidemment, puisque on n'est pas dans le même contexte et sortir est quelque chose de tout à fait naturel, ne serait-ce que sur son exploitation. Mais pour autant, la limitation des contacts sociaux nous a conduit à déployer cette initiative de contact téléphonique qui se sont substitués, parce que dans certaines caisses, nous avions des habitudes de délégués qui se rendaient régulièrement, 2 fois par semaine, en visite auprès de personnes isolées. Eh bien, cette visite physique n'était plus possible, et donc on a substitué des initiatives de contact téléphonique beaucoup plus réguliers pour tenir ce lien social. Voilà, ce sont des exemples en réponse à cette question. Très bien. Une question purement MSA, puis ensuite une question MSA-CAF. Alors sur la question MSA, c'est de savoir comment le guichet unique MSA s'insère dans les France Service, dans les maisons France Service. C'est très, très simple. Nous, dans les maisons France Service, donc nous sommes partenaires dans l'ensemble des maisons France Service, comme toutes les autres caisses de protection sociale. Mais dans les caisses où nous sommes opérateurs, nous avons un service plus, un cahier des charges plus, un service plus. Ce service plus, c'est celui d'aller jusqu'à l'étude des droits globale. Et notre rôle, le guichet unique, c'est on prend la situation de la personne et on fait le cas échéant son étude de droit sur place, directement, en lien bien sûr, ce sont des personnes qui relèvent du régime général. Mais moi, je veux souligner que dans notre rôle d'opérateur Maison France Service ou Espace France Service, on a eu un très fort soutien de nos collègues des caisses du régime général, puisque finalement, nos techniciens ont une vue globale sur la protection sociale et ont la formation qui leur permet de répondre à l'ensemble des sujets qui sont traités, qui relèvent de la protection sociale, en lien bien sûr avec eux, et donc tous les protocoles de gestion ont été établis. Mais voilà notre plus, au titre. Et donc le guichet unique s'intègre parfaitement dans la démarche des espaces sensibles. Alors, petite question, peut-on évoquer l'initiative CAF-MSA sur les paniers solidaires? Ah bah oui, Vincent, peut-être je vais te laisser, parce que c'est vous qui avez pris l'initiative, on s'est joint à votre initiative dans certains lieux du territoire. C'était une très belle opération. J'allais dire que tu es quand même plus qualifié que moi pour remplir le panier. C'est très simple, c'est son qui en parlerait le mieux. C'est une des initiatives, et moi je me réjouis qu'elles aient été à la fois nombreuses et très diverses, que la crise a favorisé. Donc l'idée là est très simple, notamment dans le département du Nord, constitué à la manière aussi de ce qu'ont fait de grandes associations
qui en ont plus l'habitude que nous, des chaînes d'aide et d'acquisition de denrées permettant à des personnes de venir de manière aisée et agréable chercher, grâce aussi à des producteurs de proximité, des denrées alimentaires et un petit peu de réconfort. Ce qui permet, pardon, de citer d'autres initiatives où je trouve que des gars ont fait un truc assez chouette. On sait tout faire, y compris du travail à façon. Plusieurs villes, des grandes, je l'admets. Marseille, la première, puis Toulouse, puis Nice, puis Paris, nous ont demandé de faire tourner les fichiers d'allocataires de familles avec enfants pour destiner à ces familles une aide monétaire décidée et financée par les collectivités en substitution à l'aide habituelle que ces collectivités apportent à la restauration scolaire. Et je ne parle pas, comme c'était un exemple tout aussi remarquable, de ce que nous avons monté, là c'était plus les caps à la manœuvre, sur la prestation d'aide à la restauration scolaire outre-mer. Bref, je ne sais pas si on saurait le refaire, mais outre l'exemplarité du lien avec nos collègues de la branche agricole, même si nous sommes de petits acteurs sur de tels gestes, j'en suis, au nom de mes collègues, assez fier. Je remets le micro qu'on m'avait coupé. Avant de passer la parole à Christophe Devis, vous posez une question à tous les trois. C'est sûr, ces actions sociales interbranches, alors pour ça, cette action sociale interbranche dans le vocabulaire institutionnel, sécurité sociale, cette meilleure coordination, l'un de nos intervenants, pardon, l'un de nos participants propose que l'on passe des CPTS à des CPTPS, des communautés professionnelles territoriales de la protection sociale. La question est à la fois colossale et vous avez 20 secondes pour y répondre. C'est comment renforcer ce travail en commun et pire, je crois qu'il y a ça derrière les questions, doit-on aller vers des fusions? Alors là, je viens de commencer sur la partie. Il y a des exemples déjà de travail vraiment en partenariat sur le Balayir, par exemple, sur toute l'action sociale personnes âgées. Il y a un travail qui est interbranche, interrégime, qui s'effectue depuis de nombreuses années et qui est porté par, je ne sais plus quelle est la structure juridique, mais c'est soit un GIE, soit une association entre tous les régimes, mais en territoire. Donc c'est tout à fait envisageable. Après, au quotidien, nos équipes travaillent ensemble, il ne faut pas l'oublier. Les associations sociales, pour revenir sur le secteur de cette intervention, c'est pas parce qu'on appartient à l'un ou l'autre des organismes qu'on ne se parle pas, et au contraire. Le gros boulot d'une assistance sociale, c'est bien d'avoir le bon réseau qui permet justement cette action conjuguée entre nous. Donc, voilà, c'est un peu altruisme, mais je crois que c'est une réalité. Vincent. Je ne crois pas trop à la fusion. Ça consomme tellement d'énergie qu'on n'en dispose plus pour l'essentiel. Nous avons deux choses, rien n'est nouveau, mais à améliorer vraiment, l'attention portée à la personne et les liaisons. Figurons-nous, pardon de dire cette évidence, que les personnes ont rarement un seul problème. C'est vrai que des autorités différentes ont des capacités jointives ou non jointives pour les traiter. Mais moi, je veux commencer par améliorer le premier point qui me paraît un bon gage de la suite. Et je m'autorise une brève réaction au message d'un intervenant de 17h03, très précise. Pourquoi est-il si difficile d'avoir des agents référents pour les personnes en précarité? C'est exactement la question que vous posez, Julien. Je termine en pirouette, mais à moitié en boutade, dans nos échanges très intenses avec les collègues directrices et directeurs de cadre pendant la crise. Je leur ai dit, et c'est pas que pour rigoler, et si nous faisions de la banque privée à l'envers, c'est-à-dire un service spécialement attentionné, préventif, non pas stigmatisant, un peu à la manière de ce qu'on a réussi à faire en maintien de droit plus contact proactif, pour déjà assurer la connaissance
et la prévention de l'incident, et de la sorte, je crois, faciliter, rendre presque naturel les indispensables et je pense inévitables liaisons avec d'autres intervenants. Merci Vincent pour cette idée de banque privée à l'envers. Je la replacerai dans les nombreux rapports auxquels je suis censé mettre la main. Marine, alors, sur ce sujet du rapprochement, de la fusion. Non, mais moi, je suis assez en phase avec ce que vient de dire Vincent, quoi. C'est-à-dire que, mais je vous l'ai déjà dit pour toutes les autres structures d'accompagnement aussi. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas au jardin à la française avec une seule structure qui va tout faire. Ça ne marche pas. Je sais que c'est très tentant, c'est très théorique tout ça. En vrai, d'abord, on a des expertises tellement compliquées sur nos différents champs que d'avoir quelqu'un, les pics de la mirandole de la protection sociale n'existent pas. Voilà. Et donc, du coup, je suis plutôt d'accord avec Vincent, déjà d'essayer d'améliorer une connaissance réciproque déjà d'un socle minimal entre les uns et les autres pour pouvoir se renvoyer correctement la balle pour faciliter et travailler plus en back-office, comme je disais, pour que du point de vue de l'usager, ce soit plus souple. Après, tout ça prend un peu de temps. Il faut que il y a une question de culture, s'intéresser à ce que font les autres, c'est pas si simple. Donc ça, il y a un aspect managérial aussi au sein de nos organismes. Et il y a aussi après des développements d'outils. On est maintenant quand même, on le voit avec ce webinaire, on a des outils numériques qui sont quand même assez géniaux pour pouvoir communiquer plus facilement ensemble. Après, il faut accepter qu'il n'y ait pas un seul outil. Pareil, je rejoins sur la partie dossier social unique de la question que vous posiez tout à l'heure. C'est le rêve, le Graal de tous les organismes qui s'occupent du suivi social des personnes. On a vu que sur le DMP, ça a mis quand même un petit peu de temps. Il faut rester très humble. Donc, le sujet n'est pas forcément le seul, l'outil unique, mais plutôt des outils communicants qui peuvent faciliter les travaux. Et voilà. Et moi, je suis là-dessus beaucoup plus pragmatique. Et on peut déjà améliorer beaucoup de choses avec des choses simples. Merci beaucoup. Alors, on n'a presque pas de retard par rapport à l'horaire, parce que je me suis engagé à ce que ça finisse exactement à l'heure. Je propose qu'on écoute Christophe Devis, qui connaît bien la protection sociale, mais qui est là au titre du collectif Alerte, et avec qui je discutais quant à savoir ce qu'il voulait raconter. Il voulait d'abord vous écouter pour pouvoir réagir. Voilà, donc il a l'occasion de le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien Damon, et merci à tous de m'avoir invité à cette réunion. Je vais essayer de respecter, comme mes prédécesseurs, les 15 minutes. C'est pas totalement évident, hein, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Je vais commencer par essayer de qualifier un peu la situation de pauvreté aujourd'hui, ou les situations de pauvreté. Ce qu'on a connu, c'est d'abord une aggravation des situations de pauvreté et un changement de dimension. C'est peut-être le plus difficile à cerner. L'aggravation des situations de pauvreté, pas besoin beaucoup de l'expliquer, on en a beaucoup parlé, notamment lors de la période de confinement, avec voilà, l'augmentation des coûts, la baisse pour beaucoup de personnes en situation de pauvreté de diverses ressources, notamment des ressources de l'économie informelle, mais pas que, hein, des ressources d'intérim, etc. Et puis, et je tiens quand même à le souligner, c'est on était dans une situation où, pendant 3 ans, les revenus des personnes les plus pauvres n'ont pas augmenté. Elles ont même, pour certains, légèrement diminué, alors que les revenus de toutes les autres catégories de population, les revenus de toutes les catégories de population en France ont augmenté, du fait des différentes mesures, après le mouvement des Gilets jaunes ou des mesures sur l'ISF pour les plus riches. Donc une situation difficile et qui s'est fortement aggravée dans la situation du confinement et du déconfinement. Après ça, c'est surtout finalement ce qui nous frappe et pour l'avenir, c'est le changement de dimension. Et je voudrais juste parler de quelques chiffres et puis les questionner. Le premier, c'est ce chiffre qu'on vient de découvrir de progression de 10% des allocataires du RSA. C'est un chiffre qui moi-même m'a étonné, je ne pensais pas que c'était autant parce qu'on l'a vu en 2008. En 2008, il y a eu, dès la crise, de façon quasi immédiate, une augmentation du chômage. Mais l'effet sur les allocataires du RSA, il a été décalé. Là, l'effet sur les allocataires du RSA, il vient très vite. Et je pense que, on en a parlé avec d'autres,
on sent bien qu'on n'est pas du tout au bout. Au total, ça sera sans doute pas 10%, ça sera sans doute peut-être 15%, 20%, 25%. Je ne sais, je vais pas faire des prévisions. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'est pas du tout au bout. Et on est d'autant moins au bout que on sait qu'aujourd'hui, on est encore dans une économie qui est quand même très largement soutenue par l'État à travers le fonds de soutien, à travers le chômage partiel. Lorsque ces mesures vont s'arrêter, on sait bien qu'on va avoir des situations d'aggravation du chômage importante et donc une augmentation des allocataires du RSA. Le deuxième point que je voulais noter, c'est l'aide alimentaire. L'aide alimentaire, peu importe les chiffres, hein, c'est 30, 35%, 40%, on ne sait pas l'augmentation. On parle aujourd'hui, je crois que c'est le ministre dont je peux en parler, Olivier Véran a parlé de 8 millions de recours à l'aide, de demande d'aide alimentaire, de personnes qui demandent l'aide alimentaire contre 5,5 l'année dernière. C'est vraiment un changement de dimension et qui questionne. Est-ce que c'est normal que dans notre société, la société française quand même, habituée à un système de protection sociale extrêmement fort, qui a permis d'ailleurs tout le système de chômage partiel, c'est à moitié de la protection sociale, mais c'est un système très vigoureux qui a permis d'éviter les drames les plus importants et d'éviter des suppressions importantes d'emplois. Notre système de protection sociale permet quand même qu'on ait aujourd'hui 8 millions, peut-être demain 10 millions de personnes qui vivent grâce à l'aide alimentaire. Je pense que ça questionne véritablement notre système de protection sociale. Le dernier point que je voulais évoquer, c'est cette apparition des nouveaux publics. Là aussi, c'est quelque chose qui nous étonne. On est habitué, les associations sont habituées à un public assez constant de personnes pauvres. Ça ne veut pas dire que les personnes restent systématiquement pauvres, mais c'est à peu près les mêmes catégories. Et là, on se retrouve avec des publics très différents. Voilà, je ne vais pas faire le descriptif. Hein. Vous savez qu'il y a beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de jeunes, et en particulier des jeunes qui vont vers les associations. Ce que les jeunes font très peu d'habitude. Ce n'est pas du tout un public qui vient vers les associations. Ils vont vers les missions locales, ils vont vers Pôle emploi, mais pas très peu sur les associations. Là, on les voit. Un public de seniors aussi, c'est important. Un public de chômeurs, bien évidemment, mais aussi un public, et ça c'est quelque chose de nouveau, d'indépendants, de commerçants, d'artisans, plutôt de commerçants, d'auto-entrepreneurs qui se trouvent complètement coincés par la crise avec des tableaux des plans de commande qui sont très faibles et donc qui sont en situation de galère. Donc je pense que par rapport à tout ce changement qu'on est en train de vivre, mais on est vraiment en train, à mon avis, on est au tout début de quelque chose qui va évoluer fortement dans les 6 mois à venir. Je pense qu'on ne peut pas tout à fait raisonner sur la lutte contre la pauvreté comme on l'avait fait jusqu'ici. Et ça concerne bien sûr tout le monde, hein, pas simplement, enfin c'est les associations, le gouvernement, etc. Deuxième, ça c'est un peu le premier focus. Deuxième focus que je voulais évoquer, c'est l'agilité, ça c'est peut-être pas tellement connu, l'agilité des contacts qu'on a eus tous au moment de la période de confinement. Agilité notamment, j'en parle parce que c'est ça qui nous concerne, dans les relations entre les associations et, on va dire, le gouvernement, les ministères, les cabinets, les délégations interministérielles, etc. On a plutôt très bien travaillé ensemble et on a travaillé notamment sur des mesures concrètes, mais aussi sur de l'organisation, sur l'aide alimentaire, on a très bien travaillé ensemble, sur le soutien à l'hébergement, il y a eu un travail très intéressant, sur tout ce qui est automaticité du maintien des droits sociaux, je pense que ça a été très riche, etc., etc. D'où un peu, mais j'y reviendrai, d'où l'ampleur de notre déception. Nous, on avait compris en entendant le président de la République au mois de juin, juillet, le Premier ministre, que le plan de relance aurait une dimension sociale forte. Et je sais que certains autour de cette table l'avaient compris de la même façon et avaient beaucoup travaillé sur cette dimension. Voilà, la dimension sociale, elle n'a pas été forte, elle a été faible, voire très faible, mais enfin on ne va pas se disputer sur les mots.
Et c'est donc pour ça, c'est ça qu'on a dit au Premier ministre lorsqu'on l'a vu la semaine dernière, et on espère énormément des annonces qui seront faites lors de j'espère lors de la journée du refus de la misère, ou un peu avant, un peu après, enfin, peu importe, mais voilà, les associations sont vraiment en attente, elles ont été très, très déçues jusque-là. Je reviendrai un peu sur la présentation de Marine que j'ai trouvée très intéressante. Alors, elle défend courageusement la stratégie pauvreté et c'est très bien. Et ce qu'elle dit est très, très juste, hein. Il y a des choses qui ont été faites et qui sont importantes. Il y avait une philosophie. Ce que nous reprochons aujourd'hui à la stratégie pauvreté, c'est l'écart entre le discours, la stratégie pauvreté de 2018, c'est l'écart entre un discours très fort, non-reproduction de la pauvreté d'une génération à l'autre, et une réalité concrète qui est pour l'instant très très faible. Alors peut-être qu'il faut donner le temps au temps, mais les personnes que nous représentons, elles raisonnent assez peu comme ça. Il y a des choses qui sont très intéressantes dans la stratégie pauvreté. La dimension territoriale qu'a évoquée Marine, elle est très intéressante. Je crois que c'est vraiment quelque chose. La création des commissaires, on le voit. Pendant la crise, il y a des commissaires qui ont très 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 bien travaillé avec les associations, avec les services de l'État, et ça a été très très positif. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et voilà, il y a aussi tout le service public de l'insertion. On en a travaillé, on en a discuté. Et simplement, on peut regretter que ça soit quand même un peu... C'est pas pour tout de suite, quoi. Hein. On voit bien, l'année prochaine, sur le service public de l'insertion, on va commencer à faire des expériences. Donc, on est encore loin du but. Mais soyons positifs. Disons-nous que c'est quelque chose qui va être posé. Je voulais revenir, moi, sur le revenu universel d'activité. Le revenu universel d'activité, ce n'était pas dans les travaux préparatoires si je ne me trompe pas, mais ni Marine ni moi, nous n'étions dans nos fonctions actuelles lors de ces travaux préparatoires, mais c'était c'est un peu quelque chose qui est sorti du chapeau, si je peux me permettre l'expression. Ça a un peu perturbé les associations au début. On ne savait pas trop ce que ça représentait, est-ce qu'on devait être pour, est-ce qu'on devait être contre. Finalement, on a discuté, on a décidé de nous insérer dans cette concertation et on l'a fait de façon très active. Et honnêtement, c'était extrêmement riche. Hein, les travaux de Fabrice Langlard, je simplifie, hein, mais je pense que c'était avec beaucoup d'équipes et tout le monde a travaillé là-dessus. Ce sont des travaux qui étaient extrêmement éclairants, extrêmement riches, extrêmement intéressants. Et voilà, nous on attendait beaucoup finalement de ce RUA pour diverses raisons. Il y avait un petit problème qui nous gênait, vous le comprendrez très très facilement, c'est que c'était une opération un peu maelstrom. Hein, voilà, on regroupait des diverses allocations qui n'avaient pas forcément beaucoup de rapports, tout ça a été très très compliqué, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, ça veut dire que c'est difficile. Et ça veut dire surtout que dans toute opération de ce type, il y a des perdants et des gagnants. Et je prends toujours, moi, la comparaison entre la prime d'activité, qui était, comme vous le savez, la fusion, entre guillemets, de la prime pour l'emploi et du RSA, de la partie activité du RSA activité. Cette fusion, elle a été réussie pour deux choses. D'une part, je ne sais pas si Vincent m'entend, mais d'une part parce qu'il y a eu un travail des CAF tout à fait remarquable, et de la CNAF, hein, tout à fait remarquable, d'organisation, de communication, d'aller vers, hein, j'ai l'impression, je m'avance peut-être, mais voilà, cette prime d'activité, alors que, vous le savez, le RSA activité bénéficiait d'un taux de recours extrêmement faible, la prime d'activité a un taux de recours qui est extrêmement élevé. Mais la deuxième raison, c'est qu'il a tout de suite été dit que ces primes d'activité, elles coûtent très cher. C'est-à-dire qu'on s'assurait qu'il n'y ait pas trop de perdants et qu'ils ne perdent pas beaucoup et qu'en revanche, les gagnants gagnent. Et ça, c'est quelque chose qui a manqué au début dans la discussion, dans la présentation. Il aurait fallu assumer que ça coûtait, je ne sais pas, 3, 4 milliards, peu importe, mais là, c'est plutôt
l'ancien spécialiste, entre guillemets, de la protection sociale qui parle, que l'ancien représentant associatif. Mais voilà, je pense que ça aurait été beaucoup plus clair de le dire, parce que de toute façon, c'était inéluctable, et ça sera inéluctable le jour où, si on le fait, où on fera un RUA. Ce qui nous intéressait, nous, dans ce RUA, c'est 4 points. Le premier, et ces 4 points, je pense qu'il faut qu'on les travaille indépendamment du RUA. Le premier point, c'est travailler sur cette logique d'automaticité, d'harmonisation des bases de ressources, de simplification, tout ce qui peut faciliter l'accès des gens, des personnes concernées à leurs droits, et ce qui peut aussi faciliter le travail des personnes qui travaillent dans les organismes, que ce soit les MSA ou les CAF. Ça, je pense que c'est vraiment un sujet, et j'ai l'impression que, en entendant Vincent Mazory, j'ai l'impression que ces choses avancent, et il faut absolument qu'elles avancent, elles peuvent avancer avec tous les systèmes informatiques que l'on connaît, on doit pouvoir le faire. Le deuxième, vous me voyez venir, c'est la question de la revalorisation du RSA. C'était l'occasion de poser cette question de la revalorisation du RSA, qui est toujours un peu évacué. Et c'était l'une des grandes faiblesses, je trouve, de la stratégie pauvreté de 2018, que de dire la question monétaire. On n'en parle pas, on la fait passer à travers le RUA, point final. C'est quand même un peu dangereux, surtout que le RUA, on voit bien, il ne sera applicable qu'après le quinquennat. Cette question, elle doit être évoquée. Je ferai juste, quand même, je le redis parce que je pense que c'est très important et tout le monde n'a pas forcément ça en tête. Je rappelle que le RMI, lorsqu'on l'a créé en 88-89, c'était 50% du SMIC. 50% du SMIC. Quand vous faites le rapport entre le RSA socle et ce que gagne une personne au SMIC, c'est-à-dire le SMIC plus la prime d'activité, on trouve 40%. Ça se vérifie, hein, c'est sûr et garanti sur facture. On est passé d'une société qui avait un RMI à 50% à une société qui a un RSA à 40%, sans s'en rendre compte, hein, ça a été très très continu, sans s'en rendre compte. Ça veut dire que notre société est vraiment moins solidaire vis-à-vis des plus pauvres que ne l'était la société 30 ans auparavant. C'est quelque chose qui fait vraiment réfléchir. Autre chose qui fait réfléchir, c'est augmenter le RSA de 10%, c'est, j'espère ne pas trop me tromper, 1,2, 1,3 milliard. La suppression de la taxe d'habitation pour les 20% les plus riches, c'est 8 à 9 milliards par an. Voilà, j'en dis pas plus, on voit un peu les ordres de grandeur et on voit ce qui est possible. Ce sont vraiment des choix politiques. Le troisième point, mais compte tenu du temps, je vais pas, et puis je crois que vous en avez parlé avant, c'est la question des jeunes. On est dans une situation où la situation des jeunes et le fait que les jeunes ne peuvent pas bénéficier du RSA ou de quelque chose d'équivalent était déjà un problème. Là, ça va devenir un problème explosif parce que s'il y a bien une population qui va souffrir dans les 6 mois, dans l'année qui vient, c'est bien la population des jeunes diplômés et non diplômés et bien évidemment surtout des non diplômés. Donc je crois qu'il faut, sur les jeunes, nous, notre position est très claire. C'est aussi la position du CNLE, hein, du Conseil national de lutte contre l'exclusion, c'est il faut passer d'une logique de dispositif à une logique de droit, avec un droit à l'accompagnement et un droit à une allocation qui soit liée à cet accompagnement. Et puis la dernière question, et je m'arrête là, c'est la question des contreparties. Finalement, on n'a jamais revisité le RSA. Il y a eu le RMI. Le RSA a été l'occasion de revisiter le RMI. Finalement, le RSA socle, c'est quand même pas très différent du RMI. Mais voilà, il y a des contreparties qui peuvent être très dures en réalité. Le RMI, il y avait déjà des contreparties, mais qui étaient conçues de façon très très souple. Le RSA, il y a des contreparties qui peuvent être conçues, qui peuvent être appliquées de façon très dure et avec une hétérogénéité extraordinaire entre les départements. Et honnêtement, ça choque un peu les gens qui ont quand même une vision de notre pays un peu globale. Ça choque un peu que ici, les allocataires du RSA soient bien moins bien traités qu'ailleurs.
Voilà, donc je trouve que c'est une question, je vous invite à lire, parce que je vous invite à lire, si vous avez l'occasion de le faire, aller sur le site du Secours catholique, où ils viennent de faire un rapport avec l'association Equitas, qui s'appelle « Je crois sans contrepartie » ou quelque chose comme ça. Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les personnes vivent les sanctions de suspension du RMI, qui peuvent être assez durables, de diminution du RMI. C'est une vraie violence sociale, hein, je me permets de le dire, et c'est pas du tout, les CAF ne sont en rien responsables de ces, pas plus la MSA, mais c'est vraiment, honnêtement, je trouve parfois, quand on lit ça, on se dit, il y a des atteintes aux droits. Il faut absolument qu'on repense ce système de contrepartie et surtout leur application qui en est faite ici ou là. Voilà, je suis désolé, j'ai été un petit peu plus long que prévu. Oui, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de répondre aux diverses questions qui étaient posées aux 3 autres intervenants. Alors, je veux voilà. Bien Au total, je m'en sors, c'est gentil. Oui, 5 petites minutes avant que vous filiez tous. Il y a une question qui vous est posée, mais je pense que les 3 autres intervenants pourront réagir aussi. C'est une question d'avis qui est politique en soi, mais donc on peut avoir une réflexion là-dessus. Pourquoi l'investissement dans les entreprises est-il si bien accepté? C'est les milliards, dizaines de milliards de prêts garantis ou de soutien dans le plan de relance, mais alors que la lutte contre la pauvreté semble ne pas être pensée comme un investissement rentable. En gros, pourquoi tant de milliards d'un côté et tant de difficultés pour débloquer les fonds de l'autre? Alors la question est facile du côté associatif. La question est très facile du point de vue associatif, et je dirais que on a essayé, nous, de le présenter comme ça, de présenter ça comme un investissement social. Et c'est évident que ce qui est en train de se passer sur le plan social va forcément coûter très cher à terme, mais enfin, ce qui coûte avant tout, c'est le coût humain, voilà, qui est devant nous et qui va être terrible. Mais effectivement, je suis assez mal placé pour répondre à cette interrogation. Je peux répondre en demi-mot, mais on peut le voir comme ça. On peut voir aussi que les mesures qui ont été faites, notamment le chômage partiel, hein, et pour l'instant le décalage de la mise en place de la réforme du chômage, hein, qui ont été quand même des axes décidés par le gouvernement, sont aussi des mesures, certes, en faveur des entreprises, mais aussi en faveur des salariés, parce que ça a évité des licenciements quand même très forts. Et je crains qu'avec l'arrêt du chômage partiel dans certains secteurs, dans les prochains mois, on voit un petit peu la différence. Donc, il faut faire aussi, faut faire attention. Toutes ces mesures-là, tout est un peu lié. Enfin, voilà. Et on ne peut pas vivre que avec des allocations. L'idéal, c'est quand même que les gens conservent leur travail quand ils en ont un, ou en trouvent un quand ils n'en ont pas. Voilà, c'est. Je voulais juste aller dans le sens de Marine, c'est exactement ce que je pense, c'est-à-dire que je crois que l'investissement social est nécessaire, évidemment, et il ne peut pas en être autrement dans la période que nous traversons. Notre rôle d'amortisseur social est décisif dans le contexte. Pour autant, la perspective est bien celle du redéveloppement économique, en tout cas d'une activité et d'une insertion qui permet à chacun d'être autonome dans sa vie au quotidien et donc de bénéficier de ses ressources, donc de s'insérer dans l'activité notamment économique. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les plans de relance économique ont toute leur légitimité dans une perspective qui est celle de la relance, au sens large du terme. Vincent, vous avez droit à un dernier mot, enfin le dernier mot d'ailleurs. Un dernier petit mot, sans emboucher une trompette qui serait démago si c'est moi qui suis dedans. Je vais tenter de répondre à une question que j'ai éludée sur les places de crèche. Quelle meilleure image de l'investissement social que le soin le plus tôt possible aux enfants? On a tous entendu le discours du président de la République le 13 septembre 2018. Il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. La crèche n'est pas un miracle, c'est juste une occasion de développement et de socialisation. Je constate, Marine l'a mentionné, et je réponds donc maintenant à la question que j'éludais. Après une année 2019 insatisfaisante, mais en progrès par rapport à 2018, on va avoir une année 2020 en création de places de crèche extrêmement médiocre, confinement,
élections municipales interminables. Mais c'est pas ça la vraie question. Marine avait raison de dire que ça arrive chez les riches comme chez les pauvres. C'est encore, comme d'habitude, plus frappant et plus frappé chez les pauvres. Et la question que je me pose, c'est, en l'absence de compétences obligatoires, sans suggérer qu'il y en eût une, pourquoi les grands exploitants de crèches, les municipalités, pas les seuls, mais tout de même, tournent leur regard vers d'autres objectifs de politique publique ou vers d'autres équipements collectifs, laissant la partie dynamique du marché à une offre parfaitement respectable de crèches de petite taille, privées, la micro-crèche page dans notre jargon, mais qui par définition ne sont accessibles de manière commode qu'à des familles aisées. Pourquoi, et allons-nous longtemps, garder une difficulté ou une disparité d'accès entre les modes de garde, entre crèche et assistante maternelle, parce qu'en substance, il vaut mieux être riche parce qu'on est plus aidé pour recourir à une ASMAT, qui est pourtant une professionnelle extrêmement valable, que être modeste. Et il y a un objectif parfaitement identifié d'amélioration de la pente du CMG. L'autorité de tutelle savent ça très bien, il faut un petit investissement, hein, c'est une affaire à 50 millions, mais voilà un investissement qui ne serait pas perdu. Et n'oublions pas ces messages de l'automne 2018 et reconnaissons que la période que nous venons de traverser, qui hélas n'est pas finie, nous les renvoie en plus gros caractère. Merci beaucoup. Les problèmes sont hélas pour demain. C'est ça qu'on peut retenir parmi 1000 choses. 3 petits mots pour terminer. D'abord, un merci, c'est facile. Parmi les 77 mots, il y en a 77 prises de parole électroniques. Il y en a quelques-unes qui sont des remerciements à votre endroit, donc j'en prends une. Merci pour vos interventions très intéressantes. C'est pas mal, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui nous ont écoutés. Et je termine par 2 rendez-vous. D'abord, eh bien, cette journée annuelle du refus de la misère le 17 octobre, à l'occasion de laquelle, donc, il nous a été dit que de nouvelles annonces devaient être faites autour de la stratégie pauvreté. En tout cas, il y a des attentes très fortes de différents côtés afin de voir cette stratégie densifiée. Et puis, deuxième rendez-vous, ça c'est très simple parce que c'est plus court, c'est demain matin. Donc, on peut se retrouver électroniquement, encore une fois seulement, pour eh bien, ce webinaire que nous avons organisé autour des 75 ans de cette dame qui est dépendante de nous et dont nous dépendons, qui est la sécurité sociale. Voilà. Merci à tous et à bientôt sur nos lignes.